Nouvelle capsule café, le functional training, l'entraînement fonctionnel. C'est parti, on démarre avec des éléments de définition et on démarre tout de suite avec un problème puisqu'il n'y a pas une seule définition de l'entraînement fonctionnel, du functional training. Et c'est-à-dire là peut-être que tous les ennuis démarrent parce que si on ne parle pas de la même chose, on va avoir du mal à se mettre d'accord. Déjà quand on parle de la même chose, on n'est pas toujours d'accord. Alors là, si c'est pas la même chose, ça va être compliqué. Donc, le functional training, si je regarde un petit peu dans la littérature, j'ai fouillé un petit peu, on trouve des choses. Alors on trouve parfois l'acronyme HIFT, H-I-F-T, High Intensity Functional Training, qui est associé assez rapidement au CrossFit. Je pense que c'est un petit peu réducteur, parce que le CrossFit est peut-être de l'entraînement fonctionnel, mais l'entraînement fonctionnel n'est pas automatiquement forcément du CrossFit. Vous savez, c'est un petit peu comme dire, l'éléphant c'est un animal, mais un animal c'est pas forcément un éléphant. Peut-être d'ailleurs que certains d'entre vous font du functional training ou considèrent qu'ils font de l'entraînement fonctionnel sans pour autant faire du CrossFit à proprement parler. Et si je faisais un sondage et que je vous demandais c'est quoi pour vous l'entraînement fonctionnel, on aurait sans doute des réponses assez différentes. D'ailleurs, moi, ce que j'aime bien faire quand j'ai un groupe d'apprenants, un groupe de futurs coachs, c'est un petit brainstorming. J'écris functional training au tableau et là, je leur demande de me dire à quoi ça leur fait penser. Et j'écris au tableau tout ce qu'ils me disent. Et en général, donc ce qui revient le plus souvent, c'est amélioration pour la vie de tous les jours, prévention des blessures, augmentation des performances sportives, augmentation des qualités physiques, vivre vieux et en bonne santé ou vivre le plus longtemps possible. Voilà. Et puis après, c'est des choses qui sont comme ça assez redondantes avec tout ce que je viens de dire. Une fois que j'ai ce beau tableau avec plein de belles choses, j'efface le functional. Il reste donc le training au centre du tableau. Et je leur demande, est-ce que ça marche encore? Et là, la plupart du temps, ils me disent, bah oui en fait. L'entraînement, alors comprendre l'entraînement contre résistance, bien entendu, il permet tout ça. Il permet la prévention de blessures, il permet l'augmentation des performances, il permet un transfert positif dans la vie de tous les jours, il permet de mieux vivre plus longtemps en bonne santé, etc. Ça. Donc en fait, c'est là qu'on se rend compte que le functional, il est un petit peu superfétatoire. Dédicace à Benoît. Il est un petit peu redondant, on n'en a pas forcément besoin. Et je pousse parfois le truc un petit peu plus loin et je leur dis, mais du coup, c'est quoi un entraînement non fonctionnel? Et là, il y a un blanc en général, hein. Il y a un silence qui peut durer 30 secondes, parce que c'est difficile de trouver un entraînement suffisamment idiot pour qu'il soit vraiment non fonctionnel. On peut trouver, hein, mais c'est pas évident. Donc le functional, c'est parfois un axe marketing. Je suis désolé de le dire, mais c'est pourtant vrai. Et on le voit bien, puisque ça s'est ramifié. Moi, j'ai vu passer après la force fonctionnelle, incroyable. Alors la force fonctionnelle, pour moi, c'est votre meilleur pote qui vous dit viens sur le chantier demain à 7h, tu vas voir ce que c'est que la vraie force. C'est autre chose que ce que tu fais dans la salle, hein. Voilà. Ça, c'est la vraie force, la force fonctionnelle. Moi, ça me fait penser à ça. Et on a vu aussi l'hypertrophie fonctionnelle. Magnifique. Ça aussi, ça me fait beaucoup, beaucoup rire. Ça, c'est, alors, lui, il a des muscles, mais fonctionne pas. Les muscles, ils peuvent pas bien fonctionner. Ça, ils servent à rien, ces muscles. Lui, par contre, t'as vu, il a des muscles, mais lui, c'est des vrais muscles. C'est des muscles fonctionnels. Pour moi, ça, c'est typiquement un peu un retour en arrière, hein, sur le distinguo, vous savez, entre hypertrophie myofibrillaire et hypertrophie sarcoplasmique. Alors ça, c'est so année 2000. C'est quand on pensait qu'on pouvait choisir entre de l'hypertrophie sarcoplasmique. Donc on disait, vous savez, l'hypertrophie sarcoplasmique, c'est des séries plutôt longues, avec des poids légers, c'est de la gonflette, c'est de la flotte, c'est pas efficace. L'hypertrophie myofibrillaire, là par contre, on améliore le matériel contractile, etc. C'est sur des séries courtes, c'est lourd, et ça, c'est de la vraie force, c'est de la vraie hypertrophie. Bon, on sait maintenant que ça se passe pas comme ça. Les deux mécanismes, ils sont complexes, ils sont intrinsèquement liés, ils s'auto-alimentent l'un l'autre d'ailleurs. Donc en fait, vous pouvez pas décider de faire que de l'hypertrophie sarcoplasmique ou que de l'hypertrophie myofibrillaire. Donc ça, c'est vraiment un schéma duquel il faut s'échapper, il faut se mettre à jour, quoi. Et puis après, il y a la nutrition fonctionnelle, il y a l'hydratation fonctionnelle, enfin vous voyez bien l'idée. Le fonctionnel, on peut le mettre un peu partout, ça mange pas de pain, mettez-le, parce que du coup, les gens ils vont se dire, ah ouais, mais là c'est fonctionnel, alors si là c'est pas précisé, c'est que ça ne l'est pas, vous voyez, vous semez un petit peu le doute, bon, c'est un peu du marketing. Et là, vous vous dites peut-être, Alex est en train de critiquer, dès que c'est écrit fonctionnel, il dit que c'est pas bien. Mais c'est pas ça que je dis exactement. Je dis juste que c'est un ajout qui n'a pas forcément lieu d'être. Par contre, il y a des gens qui utilisent cette appellation-là et qui font des choses très bien et très intelligentes derrière. Donc en fait, c'est pas parce que c'est écrit functional que c'est pas bien, mais c'est pas parce que c'est écrit functional que c'est bien. Comme pour le training classique. En fait, il faut regarder ce qui se fait, il faut regarder si c'est intelligent ou pas, mais vous pouvez pas vous baser uniquement sur la nomenclature, quoi. Par contre, là où je trouve que c'est parfois un petit peu dommageable, c'est que ça encourage certaines personnes à penser que l'entraînement classique n'est pas efficace,
n'est pas utile pour la vie de tous les jours. Ça ne va pas être jours. utile pour la vie de tous les jours parce que c'est pas des mouvements qui vont être transférables, etc., etc. C'était un petit peu l'objet de ma petite vidéo teasing satirique, hein. Vous savez, avec le gars qui dit ouais, moi je veux pas être trop lent, je veux que ça me serve dans la vie de tous les jours, et puis qui bouge un petit peu dans tous les sens et qui se dit que s'il fait un mouvement qui est un petit peu dans l'axe, ah là là, ben ça c'est pas utile. Et ça pour moi, bon bah c'est un peu dommageable. Et encore une fois, c'est un petit peu réducteur. Et une des dérives de l'entraînement fonctionnel, ça a quand même été à un moment donné d'utiliser, vous savez, beaucoup de surfaces instables, des bosus, des élastiques dans tous les sens, des mouvements avec plein de changements de direction. En fait, des choses très variées qui paraissent éventuellement intéressantes, voire intelligentes, mais qui ne sont que de l'esbrouf, de la poudre aux yeux, de la poudre de perlimpinpin, ce que vous voulez, beaucoup moins efficaces que des choses beaucoup plus classiques, que des choses beaucoup plus stables, qu'un bon vieux squat, voire qu'un bon vieux squat à la Smith Machine, hein, voire qu'un bon vieux leg press pour construire de la force et des muscles. Et là, vous allez peut-être me dire, ouais, mais Alex, quand même, s'entraîner sur des mouvements libres, c'est mieux que s'entraîner sur des machines. Vous savez que je suis le premier à dire, la richesse du répertoire moteur, c'est quelque chose de très important. Moi, je suis pour que les gens se confrontent à des mouvements, à des techniques, qu'ils apprennent, qu'ils maîtrisent des mouvements complexes, des mouvements globaux, et je trouve ça très riche, très intéressant. Et je suis pour. Ceci étant dit, tout le monde ne peut pas se permettre de faire ça. On en a parlé tout à l'heure quand je parlais du brainstorming, là justement. Vivre le plus longtemps possible en meilleure santé. Il y a des gens pour qui un squat à la Smith Machine, ce sera plus utile, plus intéressant, plus sûr qu'un squat libre. Et en fait, il sera plus fonctionnel que le squat libre. Sachez d'ailleurs que pour développer votre force et votre masse musculaire, les machines guidées sont tout aussi efficaces que les poids libres. Il n'y a pas une plus-value inhérente à utiliser des mouvements libres pour construire de la force et de la masse musculaire. C'est un petit peu une idée reçue qu'on a, qui tend à changer d'ailleurs ces dernières années. On est passé d'ailleurs dans l'autre extrême de dire « Ah, il faut de la stabilité, donc maintenant on a peur des mouvements libres ». On a du mal à pas aller dans les extrêmes à chaque fois. Compliqué. Et là, vous allez me dire « Ouais, mais Alex, quand même, pour les performances sportives, pour le transfert dans la vie de tous les jours, les mouvements libres, c'est quand même supérieur aux machines ». Eh ben en fait, c'est pas si évident que ça. Pourquoi je dis que c'est pas si évident que ça? Parce qu'on a au moins une étude qui nous montre que on peut avoir, y compris sur des tests de terrain, les mêmes bénéfices, ou en tout cas, on n'a pas une plus-value fondamentale significative d'avoir utilisé des mouvements libres par rapport à des mouvements guidés pour des tests de la vie de tous les jours. Donc, vous voyez, par exemple, sur un test de saut vertical, sur un test de sprint, je crois qu'il y avait aussi un test de slalom ou de changement de direction, eh ben, il n'y a pas forcément une plus-value à avoir utilisé des mouvements libres. Alors, rassurez-vous, les athlètes hybrides, j'ai quand même trouvé une étude, méta-analyse notamment, qui montre que des entraînements de type CrossFit sont très efficaces, plutôt plus efficaces que des entraînements traditionnels pour améliorer les qualités physiques dans des sports en particulier. Donc, vous voyez, j'ai ouvert mon esprit. J'ai pas fait un truc de biais de confirmation où je suis allé chercher que les études qui m'arrangeaient. Alors, par contre, vous emballez pas trop non plus. Je suis allé fouiller un petit peu. Des fois, les protocoles, c'est un peu… c'est-à-dire qu'ils ont pris, je crois, des jeunes judokas, il me semble. Je sais plus si c'était du taekwondo ou des judokas. Et ils ont comparé à un moment donné un entraînement type CrossFit avec l'entraînement judo. Moi, j'aurais bien aimé qu'ils comparent un entraînement contre-résistance classique et un entraînement type CrossFit à volume égal, ou en tout cas à nombre de sessions égal. Et j'ai l'impression que c'est pas toujours le cas. Mais bon, globalement, ils montrent quand même des effets positifs d'avoir utilisé un type d'entraînement cross-training, CrossFit, pour améliorer un certain nombre de choses dans la pratique. Donc, si vous voulez, ça fonctionne. Et là, vous allez peut-être me dire, ouais, mais pour moi, Alex, l'entraînement fonctionnel, c'est quand même des gestes qui sont proches des gestes de la pratique physique de mon sport. Sinon, va pas y avoir de transfert. Et pour moi, là, on va sur un glissement, une confusion entre entraînement fonctionnel et entraînement spécifique. Et ça vient peut-être de la confusion avec le principe de l'entraînement qui est le principe de spécificité de l'entraînement. Le principe de spécificité de l'entraînement, il nous dit que quand je m'entraîne, il faut que mes entraînements ressemblent à ce pourquoi je me prépare. Donc, si je veux être meilleur en natation, il faut que je passe du temps dans la piscine. Si je veux être meilleur en basket, il faut que je passe du temps avec un ballon sur un court de basket. Oui, mais quand vous vous entraînez contre résistance dans une salle de musculation, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes là pour développer vos qualités physiques générales. Vous êtes là pour augmenter votre force. Vous êtes là pour augmenter éventuellement votre masse musculaire. Vous êtes là éventuellement pour augmenter votre endurance musculaire. Ces qualités physiques-là, une fois qu'elles sont développées, vous allez pouvoir les mettre à contribution dans votre sport, dans votre activité, les skills, les habiletés sur le terrain, dans votre pratique. Donc, le fait de vouloir faire un combo des deux, de vouloir mixer les deux,
c'est souvent une mauvaise idée. Attention, il y a de la préparation physique sur certaines phases. En particulier, c'est de la périodisation de l'entraînement quand on est à proximité d'une échéance, d'une compétition, où on peut avoir des entraînements relativement spécifiques. On utilise des mouvements particuliers, des amplitudes particulières qui sont proches des amplitudes qu'on va avoir sur le terrain. Donc parfois, c'est pas utile de faire des squats complets, des demi-squats, c'est plus efficace. Attention à ne pas tomber dans la caricature qui consiste à mimer votre sport dans la salle de musculation. Vous savez, la caricature, c'est le gars dans la salle de muscu qui boxe avec ses haltères là. Vous avez plutôt peur du gars qui fait du shadowboxing avec ses haltères dans la salle, ou est-ce que vous avez peur du gars qui fait 150 kg au développé couché, en série de 10, et qui s'entraîne dans son club de boxe 3 fois par semaine? Ton exemple, il veut rien dire parce que par exemple, je vois le gars qui fait du shadowboxing avec les haltères. Tu nous as pas dit combien de fois il allait dans sa salle de sport. Peut-être qu'il va 6 fois dans son club de sport faire de la boxe et peut-être qu'il est bien supérieur techniquement par rapport au gars qui soulève 150 kilos. D'ailleurs, le développé couché, c'est pas du tout un indicateur de puissance. Ça n'a rien à voir parce qu'en fait, la boxe, c'est très technique, tu vois. Parce qu'en fait, moi, mon père, il avait un club de boxe. Coupé. Donc, quand vous entraînez contre résistance dans une salle de musculation, vous cherchez à développer vos qualités physiques. Vous cherchez à devenir plus fort, plus endurant, plus musclé. Ensuite, vous allez chercher à transférer ça sur le terrain via des habiletés spécifiques. Donc, le transfert, il va se faire sur le terrain, plus ou moins facilement d'ailleurs en fonction des athlètes. Oui, vous pouvez utiliser dans la salle de musculation des exercices, des amplitudes qui s'y prêtent particulièrement, mais vous n'allez pas réinventer la roue. Il va falloir faire un mouvement de flexion-extension de hanche. Il va falloir faire un mouvement de flexion de genou ou squat. Il va falloir faire du tirage vertical, poussée horizontale. Bref, les grands patterns de mouvements, les grandes familles de mouvements, vous allez devoir les surcharger progressivement, devenir plus fort. Vous n'allez pas y couper, hein. C'est pas en mettant des élastiques et des bosus et de l'instabilité que ça va aller plus vite ou que ce sera plus efficace. Et ensuite, vous allez devenir meilleur sur le terrain. Alors, la petite spécificité des crossfitters, pour revenir un petit peu là-dessus, c'est que eux, dans leur pratique, ils ont des skills, ils ont des habiletés qui font partie de leur entraînement et qui sont très techniques. Donc, il y a des mouvements d'haltéro, il y a des mouvements de gym, marcher sur les mains, les ring muscle up, etc. Donc, ils doivent devenir meilleurs spécifiquement sur ces mouvements-là. Et donc, ces mouvements-là font partie intégrante de leurs entraînements. Donc, eux, si vous voulez, ils n'ont pas vraiment le transfert à faire sur le court de basket, sur le terrain de foot, sur la patinoire, parce qu'ils sont déjà sur leur terrain quand ils s'entraînent. Donc, c'est un petit peu déjà un mélange. Et c'est peut-être ça qui prête à confusion. Donc, oui, eux, ils font un petit peu les deux à la fois. Mais ça ne veut pas dire que parce que eux, ils font ça, parce qu'ils font n'importe quoi, que tout le monde doit le faire. Et tout le monde ne peut pas le faire. Parce que si vous êtes basketteur, rugbyman, footballeur, nageur, hockeyeur, bah, c'est pas forcément parce que vous allez avoir fait du crossfit, par exemple, que vous allez être meilleur sur votre terrain. Alors, je sais bien, il y en a qui voulaient voir du sang, il y en a qui pensaient que j'allais tordre le bras aux crossfitters, mais non, je ne peux pas, ils sont bien trop forts pour moi. Et ce que je voulais vous dire, c'était que le functional training, ça ne voulait rien dire en soi, c'était juste un sigle, un mot, parfois peut-être axé sur du marketing. Ça peut être très bien, ça peut être très intelligent. Allez regarder de plus près ce qu'on y fait. Comprenez aussi que c'est pas parce que c'est pas écrit functional que ça ne l'est pas. Attention au fait de vouloir imiter les gestes exacts de votre pratique dans la salle de muscu parce que ce sera pas forcément plus transférable. Ne cherchez pas à réinventer la roue, cherchez à devenir plus fort sur des mouvements de base. Apprenez des mouvements complexes. Apprenez des mouvements polyarticulaires. Mais surtout, trouvez une forme d'entraînement contre résistance qui vous parle, qui soit sans douleur pour vous, qui vous permette d'adhérer au processus, de tenir sur le moyen et sur le long terme, de prendre du plaisir même s'il y aura de l'effort, même s'il y aura de la difficulté. C'est probablement ça qui sera le plus fonctionnel pour vous. Donc, n'ayez pas peur de devenir plus fort, plus musclé, même si c'est via des méthodes très classiques, très traditionnelles. Ça va pas vous rendre plus lent, ça va pas vous rendre plus empâté. Vous allez pouvoir transférer ensuite ces qualités physiques-là pour peu que vous alliez sur le terrain travailler spécifiquement pour votre activité. Si vous êtes rendu jusque-là, bravo à vous et je vous invite à m'envoyer des boucliers pour faire face à tous les athlètes hybrides qui vont venir m'attaquer. À bientôt.